Au cœur de la montagne jurassienne, dans le nord-ouest de la Suisse, coule une rivière, la Suze. Des environs de La Chaux-de-Fonds jusqu'au lac de Bienne, sa force motrice a permis l'épanouissement d'une industrie mondialement célèbre. Prenant naissance dans les pâturages des Convers, la Suze arrose le vallon de Saint-Imier. Souvent calme et docile, elle devient parfois capricieuse. Depuis quelques années, ses riverains tentent une nouvelle fois de l'apaiser, tandis que des millions de francs sont investis dans la réhabilitation d'anciennes usines électriques. Ainsi coule la Suze, produisant depuis des siècles une énergie sans cesse renouvelée. La Suze naît ici, à quelques 900 mètres d'altitude. Petit filet d'eau, hiver comme été. Aucune source véritable ne marque sa naissance. Sur cette terre, l'eau de pluie s'infiltre immédiatement dans le sol et réapparaît à des kilomètres de là. Jusqu'à Cormoret, la Suze est un filet, un ruisseau. Et puis depuis Cormoret, elle double son volume grâce à la Doue, à la Récette, à la Burker, à des sources comme ça qui sont des affluents et qui viennent grossir le lit de la rivière et qui lui donnent une puissance motrice. C'est pourquoi il y a eu de nombreuses installations hydrauliques à Cormoret et qu'on comptait jusqu'à 6 endroits où il y avait de la force hydraulique qui était utilisée. Franck Vaucher, un ancien horloger rabilleur, est passionné d'histoire. Il est la mémoire de Cormoret. Sur la Doue, vous aviez les moulins du Torrent, qui est devenu maintenant le centre agricole Landi. Dès le milieu du XVIIe siècle, les moulins et martinets du Torrent jouissent d'une bonne réputation. Dans les années 1880, les traditionnelles meules sont laissées à l'abandon. Le moulin devient usine de produits alimentaires du Torrent. On y fabrique des flocons d'avoine. La qualité des faux et autres outils forgés sur les martinets contribue largement à la renommée du village. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, Cormoret demeure une commune essentiellement agricole. Il faut attendre les années 1880 pour que les horlogers du village se lancent dans la construction de fabriques. À la fin du XIXe siècle, il y avait deux importantes fabriques. Il y avait au bas du village la fabrique Favre et puis au haut du village la fabrique Liem. Donc la fabrique Favre en bas, elle a été construite sur un moulin qui était très réputé. Il y avait aussi une scierie et tout ça est tombé en désuétude. Et c'est justement les Favre qui ont repris ça pour faire une fabrique d'horlogerie.
Donc on employait la roue à eau qui était prise sur le canal qui dérivait la Suze. C'était une force relativement faible, mais qui suffisait à entraîner les machines d'ébauche et puis qui fournissait du travail à bon nombre d'ouvriers à la fabrique et aussi à domicile. Au haut du village, la fabrique Liem. Elle avait la chance d'avoir une chute d'eau beaucoup plus conséquente et puis qui donnait aussi une force hydraulique bien plus consistante. La fabrique Liegme, rachetée par l'entreprise Schmid, est rasée en 1977 pour faire place à une nouvelle usine. La centrale échappe à la démolition. L'électricité qu'elle fournit est utilisée pour chauffer les ateliers. Suite à la faillite de l'entreprise, la chute du haut du village, un siècle et demi après le début de son exploitation, est à l'abandon. En 1839, c'était destiné à créer un battoir pour soulager le travail des paysans. Ce battoir a fonctionné et en 1884, le village a eu besoin de se moderniser et de décider de faire un éclairage public. À cette époque-là, l'éclairage public était soit au pétrole, soit au gaz. Ça, c'était bien moderne. Et puis, ça commençait aussi l'électricité. Alors, Courmoray, les citoyens ont décidé de passer par-dessus les deux, le pétrole et le gaz, pour directement prendre l'électricité. Et en automne 85, la force du battoir, eh bien, elle était utilisée pour éclairer les rues du village. On était le premier village, en tout cas de Suisse, si ce n'est pas d'Europe, village, je dis bien, éclairé à l'électricité. Jusque dans les années 1970, plusieurs autres usiniers au village produisent leur électricité. Puis brusquement, tout s'arrête. La tendance actuelle, c'était de tout supprimer, toutes ces petites usines au fil de l'eau. Ça, c'était le mot d'ordre qui était dicté d'abord par les pêcheurs, par les grandes sociétés électriques qui voulaient avoir le monopole. Et ces petites usines les chicanaient. La plupart des installations, comme celle de l'usine de décolletage Technos au milieu du village, sont désertées. Les concessions n'étaient pas renouvelées, elles arrivaient à leur terme. Il y avait beaucoup de réticences du côté du canton. Et grâce à des hommes qui étaient bien disposés et puis surtout bien lancés, eh bien, deux ont pu survivre. C'est le cas de la chute du battoir, devenue propriété d'Adrien Dubuis, un citoyen des Villards passionné par les énergies vertes. La centrale elle-même, je l'ai vue 10 ans arrêtée. La turbine et puis la génératrice étaient remplies d'eau. Et puis je m'ai donné de la peine de nettoyer tout ça et de remettre le tout en ordre et de remplacer les appareils défectueux. Et le tout, c'est un budget de 300 000 francs. Et je ne l'aurais pas pu faire si je n'avais pas l'aide de Revita qui a mis des hommes gratuitement à disposition. Revita, c'est une maison qui a comme but de revitaliser les anciennes centrales qui ne tournent plus. Et ils aident aux propriétaires à les faire tourner. La puissance de l'installation est de 47 kW. Je fais 300 000 kW par année, ce qui sert environ à 100 foyers, 100 maisons familiales, et je le livre à Lagoune, dans le réseau. Avec cette petite usine ici, je ne gagne pas grand-chose, mais j'évite par année 300 tonnes de CO2.
moi je suis persuadé que le nucléaire n'a pas d'avenir et puis les usines à charbon ou à gaz émettent trop de CO2. Il faudrait tout faire pour faire de l'électricité sans charger en plus l'environnement. Alors moi je suis persuadé que l'avenir pour une centrale pareille, au minimum 50 kW de puissance, ils ont beaucoup d'avenir. Aussi parce qu'on produit l'électricité sur l'endroit où l'on consomme. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de perte de transport. La seconde microcentrale qui survit à Cormoray est celle du Torrent. La Société des forces électriques de la Goule, distributeur régional, l'exploite pour son réseau. À Cortébert, Jacob Leiser est le dernier scieur de la région exploitant la force hydraulique. Son installation est représentative des balbutiements de l'électrification, un véritable musée que Jacob Leiser tente de préserver tant bien que mal. Cette turbine, construite en 1916, est encore en parfait état de marche. Elle équipait autrefois toutes sortes de moulins et d'ateliers. Moi, j'étais toujours un peu attaché aux antiquités et puis j'aimais voir les routes qui tournent comme ça, sans câble, sans rien. Et puis, ça m'a fasciné depuis tout petit. La scierie de Cortébert date de 1865. Construite par la commune bourgeoise, elle remplace celle du village, rachetée par les patrons Régel et Julliard et démolie avec le moulin à Tenant. À la place se dressera l'une des premières manufactures horlogères du Jura. Aujourd'hui désaffectée, la fabrique centenaire abrite d'accueillants appartements. Depuis maintenant 50 ans, Jacob Leiser ne cesse de s'émerveiller devant son installation. Ça fait 20 chevaux, puis ça fait presque le double en état quand j'ai eu les batteries encore. Ça a renforcé encore une fois de 20 chevaux, alors c'était assez puissant. Hein? On n'était pas du tout branché au réseau, on était indépendants, on a fait la lumière nous-mêmes. Et pour scier, ça a été attracté, ou bien ça cherchait les batteries, et puis on était complètement indépendants. Et c'était une installation formidable. Il y avait un hiver qui était vraiment froid. Et pendant une semaine, c'était toujours de 20 à 30 degrés en dessous de zéro. Et puis mes packs qui ont sauté, et puis comme je n'ai pas de relève, j'ai laissé tomber à l'eau. Parce que ça sert à rien de mettre 70 000 francs pour seulement avoir le plaisir.
c'est toujours un problème avec les orages. Si on tire les vannes, des fois on tire 8 fois ce soir les vannes, il n'y a pas eu d'orage. Et puis une fois, nous, on ne va pas tirer, et puis il y a eu un orage, et puis ça rentre dans la maison. Lassés par les divagations de la rivière et par la non-conformité des installations, les autorités cantonales se sont décidées à intervenir. Ils ont voulu supprimer complètement l'usine. Ils ont voulu mettre une échelle à poissons. Et puis j'ai toujours dit qu'ils utilisent un petit ruisseau comme passerelle. Ils n'ont rien voulu savoir. Puis pour finir avec la protection de la nature, ils ont quand même réussi à décider pour la maintenir. Mais vous avez dû vous battre? Assez, oui. Oui. À Sonsbeau, l'association de la scierie de Sompval se démène pour sauver les vestiges de la scierie Bourquin, abandonnée voici 50 ans. L'association, soutenue par la commune et par la Ligue bernoise du patrimoine, a confié la sauvegarde du site à l'architecte Casagrande, spécialiste du patrimoine. Le moulin et scierie de Sompval est une vieille affaire de famille. Depuis 1679, des générations de Bourquins s'y sont succédées. Alors que le moulin disparaît au tournant du XXe siècle, Georges, le dernier scieur, cesse l'exploitation du site en 1957. Depuis, bâtiments et installations se déglinguent. La roue à aube, ou plutôt ce qu'il en reste, est la dernière trace d'un moteur hydraulique de ce type dans la région. Remise en état, elle redonnera vie à l'antique train d'engrenage. Les habitants de Corgémont gardent un lien fort avec leur rivière, comme Roland Sermet, ancien facteur et archiviste de la commune. Quand on était gosse, on allait se baigner dans la Suze. Il y avait deux places, une place où il y a les pelles, le barrage hein, qui ouvre le canal. Une autre place, c'était beaucoup plus haut, après le pont de Courtine. Et puis il y avait une espèce de... Ouais, on appelait ça le bourg des femmes, parce que c'est là où les filles allaient, parce que c'était pas trop profond. Puis alors je me suis longtemps promené au bord, évidemment, comme les gens de Corgémont. C'était un peu la promenade classique du dimanche, on faisait le tour, tout ce qu'on appelait le tour du moulin. On allait là-bas. Nous, on avait la chance, on pouvait s'arrêter au moulin parce que c'était une sœur à ma mère qui habitait le moulin. Généralement, on allait là, puis on prenait une tasse de thé aux 4 heures, puis après on rentrait gentiment. Dans les années 1830, ce gros village est profondément chamboulé par l'arrivée de fabricants d'horlogerie. Partis du Val-de-Rue voisin, en terre neuchâteloise, les entrepreneurs sont à la recherche d'une force hydraulique et de capitaux pour mécaniser leur production. Les frères Héguet qui avaient une fabrique de débauche à Malvilliers, ils cherchaient un terrain et puis ils sont entrés pour parler avec la commune de Corgémont et la commune municipale et la commune bourgeoise. Et puis, évidemment, le grand monsieur de l'époque, c'était le doyen Morel, et puis il a favorisé ça. On a dit que c'était la première fabrique d'horlogerie du Jura, donc il faisait des ébauches. Une ébauche, c'est cette multitude de petites pièces qui composent l'essentiel d'une montre, mis à part les organes de régulation et le ressort moteur.
Les premiers horlogers les fabriquent à la main. Puis la mécanisation s'impose, venue d'Amérique. Pour cela, il fallait de l'énergie et de nouveaux entrepreneurs disposant d'importants capitaux. Dans le Jura, seules les rivières étaient susceptibles de procurer l'énergie nécessaire au roulement des fabriques. Malheureusement pour les frères Réguet, ils ont eu des problèmes parce que ça n'a pas répondu à ce qu'ils espéraient. Puis ils ont eu des difficultés à rembourser la banque. Et puis après, ça a été plus ou moins en faillite. Et puis ils ont vendu ça à la famille Robert de Fontainebleau. Puis c'est après qu'ils ont construit les appartements, là, les casernes. Et ça a donné évidemment. Ça a donné un développement du village. C'était le quartier ouvrier. Puis donc, à une extrémité, il y avait la villa du directeur. Et puis les précédents avaient une barque. Et puis le pont qui est vers les pelles, là-bas, vers le barrage, c'était un pont qui était mobile, pour que seul directeur puisse passer avec sa barque. Puis il allait jusqu'au confluent où le B rentre dans la Suze, il se promenait là-dedans le dimanche. Au milieu du XIXe siècle, la fabrique d'ébauche de Fontaine-Melon connaît un important développement, l'obligeant à construire une seconde usine à Corgémont sur la chute de l'ancien moulin du Pont. Anéantie par les flammes, une tréfilerie la remplace. Équipée d'une dynamo, la nouvelle usine assure l'électrification du village dès la fin de 1895. Devenues obsolètes, les deux fabriques sont démolies. Les casernes, les appartements ouvriers, disparaissent à leur tour dans les années 1970. Une page d'histoire de Corgémont est tournée. Le canal de dérivation et la centrale, près du pont, ont résisté. La manufacture horlogère État, leur actuel propriétaire, les exploite et assure ainsi la pérennité du site. Les premières autorisations d'utiliser la Suze dans cet endroit datent du XVIe siècle. Autorisation donnée par le prince-évêque de Bâle à l'époque pour des meuniers ou ce genre d'activité. Et la concession de la partie moderne qu'on peut voir aujourd'hui date de 1949. Elle vient d'être renouvelée en 1999 puisque les 50 ans s'étaient écoulés et à cette occasion, la construction d'une échelle à poissons a dû être entreprise, construction terminée. L'installation de l'échelle à poissons sert également de régulateur de débit résiduel ou de restitution, et c'est de l'ordre de 500 litres seconde, qu'on ne peut pas turbiner bien entendu. L'usine de la Suze est une usine dite au fil de l'eau. La chute disponible est de l'ordre de 4,50 m, ce qui fait que l'hélice est une hélice Kaplan. Ce système permettait, en cas de coupure de courant de l'alimentation du distributeur régional, de disposer d'énergie électrique pour permettre à l'usine de pouvoir travailler normalement avec sa propre production d'énergie. État possède une seconde centrale à Corgémont, construite en 1918 sur le B. Cette centrale devait combler la demande toujours plus pressante d'électricité, engendrée par l'industrialisation du village et l'augmentation de sa population. Les installations du B ont été entièrement rénovées en 2005. Les deux centrales d'État fournissent aujourd'hui une production d'énergie verte tout à fait appréciable. Cette production représente environ 700 à 800 000 kWh. On peut fournir l'électricité pour 200 villas.
Donc c'était quand même une production relativement intéressante. Et j'ose espérer qu'à la retraite, je pourrai encore venir visiter ces deux usines et qu'elles tourneront toujours. À Sonsbeau, la rivière a également été exploitée par une fabrique d'horlogerie avant de se frayer un passage à travers le défilé de Tournedos. Au printemps 2005, un chantier s'ouvre à quelques centaines de mètres en aval de Tournedos. C'est ici, sous le pont de la Transjurane, qu'un jeune ingénieur revenu au pays s'est mis en tête de construire une nouvelle usine électrique. La prise d'eau sera construite ici, sur les traces d'un ancien barrage. Ce site avait été exploité déjà à partir de 1896, je crois. C'était une petite centrale hydroélectrique qui a fonctionné jusqu'en 1976 et par ailleurs a amené l'électrification à la commune de Sonsbeau. Puis elle a été abandonnée au profit de la construction de la station d'épuration, également parce que dans les années 80, toutes les petites centrales hydroélectriques étaient confrontées à des problèmes de rentabilité. Il n'y avait pas de programme d'encouragement et ces centrales étaient directement en compétition avec les grandes centrales hydroélectriques ou avec les centrales nucléaires, ce qui n'était pas possible. C'est ma première réalisation de centrale hydroélectrique. C'est une passion qui a été partagée aussi par différents membres de la commune de Sonsbeau qui ont très bien accueilli le projet. Et naturellement, il faut aussi les conditions au cadre. Donc de l'eau, une chute, et ces conditions étaient présentes ici à Tournedos. L'hydraulique n'a pas été ma spécialité. J'ai travaillé durant des années dans des centrales énergétiques, des grandes centrales, turbines à gaz, à vapeur, mais les circuits auxiliaires ont toujours fonctionné avec des systèmes d'eau ou de vapeur. Donc ce n'est pas la spécialité, mais ça a toujours fait partie de mes activités. Ici, c'est une petite centrale, hein, c'est très simple, mais il faut quand même faire attention à quand même certains points où il faut faire attention pour que la réalisation soit optimale. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'études, ça demande certains compromis. L'idée, c'est de trouver une solution idéale, une balance idéale entre la production d'énergie électrique et l'intégration de ces installations dans un site naturel. La centrale est financée donc, par la société Turbinor SA que je représente et aussi par Crédit LIM, donc un encouragement de la promotion économique de la région. Le coût du projet est d'environ 2,6 millions de francs suisses. La Suisse fut longtemps leader dans le domaine des équipements hydroélectriques. Aujourd'hui, certains usiniers comme Michel Haussmann font appel à des firmes étrangères. À Tournedos, par exemple, une entreprise tchèque a été mandatée pour la fabrication et le montage des installations. Jetzt hast du den Anschlag, wenn es ganz unten ist. Ja, Das ist
Das ist jetzt, Ja, genug, ja. und dann der Stange, das ist, wenn es ganz unten ist, Klick und dann kannst du nicht mehr weiter. Richtig? Genau, genau. Gut. Toutes les installations sont dimensionnées pour un débit maximum d'environ 5 mètres cubes par seconde. On peut bénéficier d'une chute brute de 11,6 mètres, ce qui nous donne une puissance maximum entre 360 et 400 kW. Puissance que l'on peut exploiter durant environ 90 jours par année, suivant les années. Le jeune patron ne rechigne pas à exécuter lui-même quelques travaux de finition. Six mois après l'ouverture du chantier, les premiers tests de production sont lancés et une première connexion au réseau est établie, non sans quelque appréhension. Okay, good. Congratulations. First time on grid. Good, good. Gut gemacht, Robert. Super. Ja, super. Gut, Schamanski. Ja. This is a tradition. Normally, when I worked in commissioning, when we started the gas turbines, the first ignition, first light, okay, we smoke a cigar, and then synchronizing, sometimes champagne, but always the cigar. La production à tourne d'eau s'élèvera en moyenne à 1,8 million de kWh par année, soit le double de l'ancienne centrale. Je pense qu'il faut au possible exploiter les énergies renouvelables, que ce soit dans l'hydraulique, dans les éoliennes, le solaire, etc. Moi je pense qu'il faut utiliser ces sources. Prenons cette centrale par exemple ici à Tourne-d'Eau, elle permettra quand même à 360 ménages d'être fournis en électricité, donc 360 ménages respectivement c'est environ 1000 personnes. Je pense qu'il faut continuer à développer ce genre de petits projets. Il n'y a pas de projet trop petit. Dans le Bas-Vallon, à Péry, la Suze vire à droite pour quitter le vallon et franchir la montagne en direction de Bienne. Depuis des siècles, la Cluse de Rochenet accueille des industries, comme la fabrique de ciment Vigier, qui l'a profondément bouleversée. La cimenterie s'y est installée en 1890. Une industrie qui tranche alors nettement avec les fabriques d'horlogerie du Vallon. L'entreprise Vigier a été fondée près de Soleure dans les années 1870. La matière première qu'elle y exploite, roches calcaires et argile, commence à manquer et oblige le cimentier à trouver un second site pour sa production. Il y avait quelques difficultés dans la région de Soleure. La matière première n'était pas très disponible et ici elle était abondante dans cette cluse de Rochenet. C'était la première raison. La seconde raison, c'est qu'il existait la voie de chemin de fer Bienne-Chaux-de-Fonds et enfin, troisième raison importante aussi, la Suze qui à l'époque était recherchée pour la force hydraulique qu'elle pouvait donner. Une forge, une tannerie, une scierie, puis la cimenterie Vigier se succèdent au fond de la Cluse. Mais précédant Vigier, une autre entreprise soleuroise, la papeterie de Bibriste, a créé une fabrique de pâtes de bois à Ronchâtel, en aval de Rochenet. Le capitalisme soleurois a largement contribué à l'essor économique du Bas-Vallon. Il y a une dizaine d'années, la cimenterie décide de tourner le dos à la Suze.
les relations de Vigier-Rogenette avec sa Suze sont bonnes. Elles ont été un petit peu perdues puisque 2 barrages ont déjà été démontés. Le barrage qui se trouvait au nord de l'usine, qui se trouve ici derrière moi sur cette gravure, qui existait avant l'arrivée de Vigier à Rogenette, celui-ci a été démonté lorsque, en 1999, nous aurions dû, pour avoir une nouvelle concession, baisser l'arête du barrage de manière à éviter les inondations à Péry. Cette opération était beaucoup trop coûteuse et nous avons renoncé et remis à la nature ce tronçon. De même que le tronçon qui se trouve au sud de l'usine, ce tronçon-là avait été désaffecté à l'époque, mais nous avons démonté le barrage et remis aussi cet endroit-là à la nature. Depuis l'essor des années 1950, la cimenterie Vigier ne cesse de s'agrandir et de s'étendre dans la région. Ainsi, la chute de Ronchâtel, que Bibriste avait su dompter dans les années 1880, passe sous son contrôle. Le rachat de la fabrique de pâtes de bois, fermée depuis quelques années, permet à Vigier d'y poursuivre une production d'électricité. Les autres installations sont en phase de démantèlement, aux grandes dames des défenseurs du patrimoine, qui souhaiteraient conserver ici la trace de cette industrie. Un peu en aval, la centrale historique de Chauffat, près de Frainvilliers, a également passé sous contrôle de Vigier. Une nouvelle microcentrale devrait remplacer cette usine vieillotte. Dans cette portion de la Suze, nous allons réaménager les barrages de Ronchâtel et de Chauffat. Nous allons les démonter et nous allons, entre deux, à la hauteur du pont qui traverse la Suze, refaire une usine électrique d'une puissance de 3 MW qui remplacera ces 2 usines existantes. C'est un projet d'une dizaine de millions de francs, mais qui sera beaucoup plus scientifique que les 2 barrages qu'il y a aujourd'hui. Et surtout, ce tronçon sera remis à la nature. Au sortir du défilé de Châtel, le hameau de Frainvilliers a toujours su profiter de sa rivière. En 1774, on y dénombrait pas moins de 12 roues hydrauliques qui actionnaient le moulin, des martinets et plusieurs autres engins. Un siècle plus tard, en 1867, un ingénieur bâlois rachète le moulin et y construit une papeterie. La source Merlin, toute proche, lui procure une eau particulièrement claire, nécessaire à la fabrication d'un papier de qualité. En été 1888, la fabrique est détruite par les flammes. Bibriste, qui vient de s'installer à Ronchâtel, rachète les décombres et construit une nouvelle usine. Après quelques années, elle renonce à son exploitation et utilise la force motrice pour produire de l'électricité. Devenue caduque à son tour, la centrale est négligée, jusqu'à son rachat par l'entreprise Hydroelectra. La centrale n'était plus en service depuis plusieurs années déjà. L'installation était défectueuse et on l'avait simplement abandonnée. À l'automne 2004, Hydroelectra lance la rénovation complète du site. Barrages et prises d'eau sont totalement reconstruits. Au mois de mars 2005, le patron d'Hydroelectra et l'un de ses employés
installe la nouvelle turbine venue de l'étranger. La turbine a été livrée par une société autrichienne, la société Kössler de Sandpölten près de Vienne. Le générateur vient lui aussi d'Autriche, de la société Hitzinger à Linz. Le dispositif de commande a été quant à lui entièrement livré par la société Hydroelectra AG. La moyenne tension, c'est-à-dire le transformateur, provient de la société Borner Installation à moyenne tension. L'entreprise Hydroelectra est domiciliée dans le canton de Saint-Gall. Son fondateur, l'ingénieur Peter von Rotz, a œuvré sur des plateformes pétrolières avant d'acquérir d'anciennes centrales hydrauliques pour les rénover, puis se lancer il y a peu dans l'énergie éolienne. Aujourd'hui, le chantier reçoit la visite du président du syndicat d'aménagement des eaux de la Suze et d'un représentant de la commune de Vauflin. Avec le maître d'œuvre, il s'explique sur la reconstruction d'un mur endommagé par les hautes eaux détournées lors des travaux. Avec Peter von Rotz, ils discuteront de la manière de redonner un aspect le plus naturel possible aux berges de la rivière. Jetzt geht es einfach darum, das Ufer fertig zu machen. Ihr seid ja Gemeinde Vauflin, das Ganze. Der Unterhalt macht der Schussverband. Ja. Nein? Also komm mal. Le budget de rénovation s'élève à 2,6 millions de francs. Jetzt haben wir En créant ces nouvelles installations, nous devions trouver une solution innovante et concevoir une usine optimale qui puisse être exploitée de manière rentable. Optimierte Anlage erstellen, damit die auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Nous avons augmenté le volume d'eau dérivée, passant d'environ 2 mètres cubes secondes à 7,5 mètres cubes secondes. Il en résulte une augmentation de la puissance qui passe ainsi d'environ 100 kW à 350 kW. La production d'énergie a été quasiment multipliée par 4, passant de quelques 300 à 400 000 kWh par an à 1,5 million de kWh par an. On peut affirmer qu'elle permettra d'alimenter en énergie 300 à 400 foyers. Le chantier s'achève avec la remise en état du site, l'équipement de l'échelle à poissons et la reconstruction à l'ancienne du mur endommagé. Les ouvriers apportent un soin tout particulier aux finitions de l'échelle à poissons. D'un type nouveau, ces concepteurs la disent plus efficace et plus respectueuse de la faune aquatique. En avril 2005, la centrale est connectée au réseau des forces motrices bernoises et livre ses premiers kilowattheures. La rivière fournit assez d'eau durant la période hivernale et c'est très bien pour nous, car les tarifs de revente sont légèrement meilleurs en hiver qu'en été. Le prix de reprise se situera aux alentours de 15 centimes le kilowattheure. Ce tarif d'encouragement, imposé par la Confédération, est tout récent. Il permet aux usiniers de rentabiliser la rénovation ou la création de microcentrales comme celle-ci. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Au début, ça a été très difficile d'obtenir des commandes, parce qu'on ne payait alors quasiment rien pour l'énergie provenant de ces petites usines.
On parlait alors de 1,5 centime à 5 centimes par kilowattheure, ce qui était très difficile. Le temps nous a cependant donné raison. Nous sommes aujourd'hui une entreprise prospère. Nous pouvons nous maintenir sur le marché et nous essayons d'acquérir d'autres installations pour en revendre l'énergie. En quittant Frainvilliers pour les gorges de Taubenlor, on remarque, parallèlement à la Suze, un canal en ciment. En manque d'eau ce jour-là, le canal alimente ordinairement la station de pompage de la commune d'Évillars, située à l'entrée des gorges. Inaugurée en janvier 1898 pour remédier au manque chronique d'eau potable, cette usine produisait aussi l'électricité pour la traction et l'éclairage du nouveau funiculaire qui relie la vieille ville de Bienne au village d'Évillars. Aujourd'hui, la centrale se contente de fournir des kilowattheures au réseau. Au milieu des gorges, une plaquette attire l'attention du promeneur. Elle marque le niveau atteint par les eaux lors de la crue catastrophique de janvier 1910. Le déchaînement des flots endommagea bien des installations et provoqua des inondations sans précédent dans la région. Au détour du sentier, sous le pont de l'ancienne route cantonale, on découvre l'usine électrique construite par la commune de Bougeant. Sa réalisation avait été lancée contre la volonté des autorités de Bienne, qui prétendaient exploiter la force motrice dans les gorges à leur seul avantage. Mise en service en 1897, elle a permis l'électrification de plusieurs communes alentours. 20 ans plus tard, en 1917, elle devenait propriété de la ville de Bienne lors de la fusion des communes de Bienne et Bougeant. En été 2005, les services industriels de Bienne entreprennent une rénovation complète de leur centrale. Quelques mois plus tôt, le conseil de ville avait accepté à l'unanimité un budget de 3 900 000 francs pour ces travaux. Les travaux de rénovation, c'est principalement une rénovation rendue nécessaire par l'état de l'usine. Elle a tourné pendant plus de 27 ans sans rénovation globale. Il faut rénover de la prise d'eau au château d'eau, la conduite forcée qui date de plus de 100 ans, qui était encore en fonte rivetée et qui commençait à perdre de l'eau, en passant par la turbine, les pales de turbine, la machine, toutes les installations électriques, la commande et la téléaction. Elle sera entièrement rénovée, mais avec les anciennes composantes,
c'est-à-dire la génératrice sera la même, la turbine sera la même qui a été construite en 1941, c'est-à-dire du métal relativement épais, qui tiendra, on espère, en tout cas les 40 prochaines années. À la prise d'eau, nous construisons un escalier à poissons pour qu'on puisse certifier l'usine comme Nature-Made Star, donc une usine qui produit du courant écologique. La quantité d'eau que nous prélevons à la Suze, c'est 3 mètres cubes à la seconde au maximum. Cette eau est amenée par un canal de 500 mètres environ jusqu'au château d'eau et nous avons jusqu'à l'usine une chute de 13 mètres. Ce qui produit environ 300 kW de puissance et nous produisons environ 2 gigawattheures par année. Donc ça correspond environ à la puissance d'un trolleybus de la ville de Bienne, mais l'énergie produite, puisqu'elle tourne 24 heures sur 24, correspond à l'énergie consommée par tous les trolleybus de la ville de Bienne. En avril 2006, la turbine est de retour d'Allemagne où elle a subi un contrôle approfondi et a été déclarée apte à reprendre du service sans aucune retouche, plus de 65 ans après sa fabrication par les ateliers des Charmilles à Genève. Au début de l'été 2006, on procède à la remise en eau des installations et l'exploitation peut redémarrer. C'est une usine un peu pédagogique qu'on aimerait aussi montrer aux enfants, qu'on aimerait montrer au public pour que les gens se sentent concernés par cette énergie qui provient des gorges du Table Nord, en somme une énergie indigène. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce courant écologique, c'est que ça vient de plus près de chez nous. Au sortir de l'usine, les eaux ne parcourent que quelques mètres avant d'être dirigées vers un canal. Une quarantaine de mètres plus bas, elles actionnent la plus importante centrale hydroélectrique de la Suze. Propriété commune de la ville de Bienne et des forces motrices bernoises, cette centrale produit en moyenne 15 millions de kilowattheures par année. La centrale est logée dans les bâtiments de l'ancienne tréfilerie de Bougeant, une entreprise connue depuis le XVIIe siècle qui permit à Bienne de devenir une grande ville industrielle. C'est d'ici qu'en 1884 partit le premier transport de forces motrices électriques d'Europe, une révolution. Plus tard, une nouvelle centrale assura les débuts de l'éclairage de la ville. Il a été décidé que la Suze ne passerait bientôt plus sous ces ateliers obsolètes. Certains d'entre eux, qui menaçaient de s'écrouler, ont déjà été rasés. D'autres suivront. À Bougeant ne subsistera bientôt plus que le bâtiment de l'ancienne huilerie pour témoigner de l'exploitation de la rivière à la sortie des gorges du Tobenlor. Plus loin, la Suze coule vers la ville en se rappelant au passage aux bons souvenirs de la fabrique Oméga. Au partage des eaux, elle prend la direction de Madretsch, où elle emprunte alors un canal qui l'emmène directement au lac, où elle flâne au pied de la vieille ville, retrouvant la trace d'anciens artisans ou de vieux moulins.
En fin de compte, les usiniers et avec eux tous les riverains de la Suze ont su profiter de sa généreuse énergie tout au long des siècles. Aujourd'hui plus que jamais.